vous remercie. Je vous remercie. Donc, nous passons aux réponses de Monsieur Cavalier pour une quinzaine de minutes au maximum. Et alors ensuite, nous avons une série de questions de 1 minute qui sont plutôt nombreuses. Donc, merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, je vais essayer de répondre par famille de questions. La première famille de questions, c'est le budget. Sur le budget, vous dire que plus de 90% du budget du Pass Culture, en fait, c'est les consommations des jeunes. C'est-à-dire que c'est du budget qui va directement vers les acteurs culturels, les librairies, les cinémas, les pratiques artistiques, car les pratiques artistiques sont accessibles, etc., etc. Pourquoi est-ce que nous avons 175 personnes ? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a 3 ans, nous avons décidé d'internaliser la fabrication de l'application, c'est-à-dire l'UX design et le développement, qui préalablement étaient gérés par des marchés. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça nous permettait d'avoir des équipes plus pérennes et d'avoir une meilleure qualité de la production dans la durée. Et la deuxième, c'est que ça nous a permis de faire énormément d'économies parce que des personnes internalisées coûtent beaucoup moins cher que des personnes externalisées en prestation de services. Et grâce à ça, on a fortement limité les dépenses, c'est-à-dire que les dépenses de personnel ont bien évidemment augmenté puisqu'on a internalisé les équipes, mais elles ont beaucoup moins augmenté que les dépenses d'investissement ont baissé, et on a fait des économies d'à peu près 3 millions d'euros sur une année complète. Sur la question des locaux, j'ai été le premier surpris de voir que le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait pu trouver en termes de locaux, à niveau de prestations équivalent, était rue de la Boétie. Effectivement, ça peut paraître contre-intuitif, mais aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher à Paris d'aller s'installer vers la République ou le Sentier que vers la rue de la Boétie. Pardon ? Donc ça, c'est pour la question des dépenses. Et ce sur quoi je me permets d'insister, c'est que si les dépenses ont augmenté fortement au cours de la période, s'il vous plaît, c'est tout simplement parce que le Pass Culture a eu énormément de succès et qu'aujourd'hui, on a 84% des jeunes qui l'utilisent. Et en fait, l'essentiel des dépenses, c'est effectivement des dépenses liées aux consommations des jeunes. Ensuite, vous avez eu beaucoup de questions sur la question de la diversité. La question de la diversité, comme je le disais dans mon propos liminaire, c'est quelque chose d'assez essentiel et c'est la raison pour laquelle on fait énormément d'efforts pour améliorer tout ce que nous pouvons faire en matière de découverte de nouveaux lieux, de découverte de nouveaux contenus. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer les parcours, mieux mettre en valeur des artistes, mieux mettre en valeur des lieux, mieux mettre en avant des thématiques. Et je vais vous citer quelques exemples en la matière. Si on regarde les choses de manière dynamique, et comme je vous le citais dans mes propos liminaires, on se rend compte que progressivement, les jeunes découvrent de nouvelles choses. Et en fait, on est dans un équilibre entre leur permettre de trouver ce qu'ils aiment, parce que si on ne leur propose que des choses qu'ils ne connaissent pas, effectivement, ce sera difficile de rentrer en conversation avec eux. Donc, comment est-ce qu'on leur permet à la fois de trouver ce qu'ils aiment, mais aussi de leur faire des pas de côté et de progressivement les ouvrir à autre chose. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont des pratiques de plus en plus diversifiées, puisque aujourd'hui, ils sont très majoritairement... Ils réservent très majoritairement dans 3 catégories différentes. Ils achètent des livres, ils vont au cinéma, ils vont dans des festivals, ils vont dans des concerts. Donc il y a une réelle diversification des pratiques et je pense qu'il faut se réjouir quand on entend par exemple des libraires qui nous disent qu'ils ont vu beaucoup de jeunes arriver chez eux, qui viennent acheter des livres pour leur plaisir, qui viennent alors qu'ils n'étaient jamais rentrés dans une librairie, qu'ils ne sont pas forcément issus d'un milieu très favorisé. Et donc, effectivement, on sent bien que c'est en dynamique, cette découverte augmente. Alors, il y a la question, non pas du spectacle vivant, parce que quand vous achetez des instruments de musique, quand vous allez dans des festivals, quand vous allez dans des concerts, vous avez des pratiques de spectacle vivant. Il y a la question, effectivement, de la faible utilisation du Pass Culture pour aller vers le théâtre, l'opéra, la musique classique, la danse. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a à peu près entre 6 et 8% des jeunes qui sont allés voir ces esthétiques-là quand ils sont partis du Pass Culture. Et c'est la raison pour laquelle on développe, en lien avec beaucoup d'opérateurs du spectacle vivant, un plan d'action plus global qui consiste à dire comment est-ce qu'ensemble, on va réussir à donner plus
plus de visibilité à ces œuvres, plus de visibilité à ces artistes, et comment est-ce qu'on va finalement montrer à ces jeunes que le spectacle vivant, ça peut être des expériences absolument extraordinaires. Parce que la réalité des pratiques culturelles, c'est que acheter un livre, aller dans une librairie, c'est ou aller voir un film au cinéma, c'est plus facile que d'aller voir un spectacle, tout simplement parce que dans beaucoup de villes en France, le spectacle, il est joué une fois ou deux fois, il est joué le soir, et donc vous pouvez avoir, vous l'avez vous-même souligné, des problèmes de transport. Et donc les barrières à l'entrée, entre guillemets, sont plus nombreuses et ça nécessite un effort plus important et plus complexe pour leur permettre d'accéder à ces œuvres-là. Cet effort, le Pass Culture peut et doit absolument jouer sa part, et sa part, c'est notamment tout ce qui relève de l'information, de la communication, de la médiation pair à pair de jeunes qui vont raconter à d'autres jeunes pourquoi ils ont aimé leurs expériences de spectacle vivant. Mais elle relève aussi de l'action des théâtres eux-mêmes et des acteurs culturels eux-mêmes, parce que le Pass Culture n'a pas la capacité de répondre à toutes les difficultés qu'il peut être amené à révéler ou à mettre en exergue. Ce qui me donne une transition vers un autre sujet que vous avez abordé, qui est la question de l'accessibilité du Pass Culture dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les jeunes qui vivent en zone rurale sont autant inscrits au Pass Culture que ceux qui vivent en zone urbaine. Si. Mais la réalité, c'est qu'ils vivent dans des territoires où l'offre culturelle est différente. Mais le fait que dans ces territoires ruraux, l'offre culturelle est différente, malheureusement, le Pass Culture n'a pas beaucoup de capacité d'action pour ouvrir une librairie, ouvrir un cinéma ou installer un théâtre. On a fait une étude pour savoir quels étaient les comportements culturels des jeunes en zone rurale. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils avaient sans surprise plus de pratiques numériques, tout simplement parce qu'il y a la question de l'accessibilité. Donc ils vont avoir peut-être un peu plus d'abonnements à Spotify ou à Deezer, qu'ils ont des pratiques qui sont plus liées à leurs parents, c'est-à-dire que comme ils ont des problèmes de transport, souvent ce sont les parents qui les aident à se déplacer pour aller visiter un musée ou pour aller à un spectacle. Et c'est la raison pour laquelle on a des offres duo dans le Pass Culture, où vous pouvez acheter 2 places pour un spectacle et un jeune peut amener un copain, une copine, mais aussi un parent, aller voir un spectacle avec lui. Et la troisième chose dont on s'est rendu compte, c'est que cette étude a montré, c'est que quand les jeunes quittent le domicile familial pour aller faire des études dans des villes où l'offre culturelle est plus importante, leur pratique culturelle se développe beaucoup plus et il y a un phénomène de rattrapage. La question du transport que vous avez tous souligné, qui est bien évidemment une question fondamentale, c'est en fait la question de la vie en zone rurale. C'est-à-dire que quand vous vivez en zone rurale, le problème du transport, c'est pas seulement pour accéder à la culture, c'est pour aller au collège, c'est pour accéder à un club de sport, c'est pour aller se soigner, c'est pour aller faire des courses, etc., etc. Et là, nous, Société Pass Culture, on n'a pas la capacité de régler tout ça. En revanche, il peut exister, on peut mettre en avant des initiatives de collectivités qui travaillent sur cette question du transport. J'avais rencontré il y a quelque temps la présidente de la communauté du Kreisbreis qui a mis en place un système de taxi pour ses habitants où, quand on est jeune, on accède à un transport, quelle que soit la longueur du transport, à 1 euro ou 1,50 €. C'est extrêmement... la modulation, c'est difficile parce qu'on pourrait avoir beaucoup de critères de modulation différents. Sur la part collective, la question du transport est aussi importante et il existe des initiatives de collaboration avec les collectivités territoriales, notamment dans le Grand Est, dans le département de la Haute-Marne et dans le département de l'Aube, un dispositif qui s'appelle la Convention Caravelle, dans laquelle la région ou le département finance les transports pour le collège et les lycées et le Pass Culture finance l'offre culturelle. C'est en fait un travail collaboratif d'optimisation des ressources publiques disponibles. Vous m'avez également interrogé sur la question de la capacité à toucher les jeunes les plus éloignés de la culture. Là, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on regarde. Il existe, et il existait avant même l'existence du Pass Culture, des inégalités d'accès à la culture et notamment des inégalités liées au milieu social ou au lieu géographique.
Ces inégalités, la Cour des comptes d'ailleurs l'a rappelé elle-même, le pass culture n'est pas en capacité de régler l'intégralité des problèmes d'inégalité. Moi, ce que je regarde, c'est la dynamique et la capacité à réduire des écarts ou à ne pas réduire des écarts. Et aujourd'hui, les données statistiques qu'on a montrent que le pass culture contribue à réduire les écarts. Quand vous avez 84% d'une classe d'âge qui a le pass culture, je ne pense pas que l'on puisse honnêtement dire que 84% des jeunes sont dotés d'un très fort capital culturel ou sont issus d'un milieu doté d'un très fort capital culturel. Ça veut bien dire qu'on arrive à dépasser très largement dans les publics qu'on touche les gens issus des catégories socio-professionnelles supérieures. Après, est-ce qu'on arrive à les toucher tous? Non, bien évidemment. Est-ce qu'on démultiplie les efforts pour les toucher tous? Oui, bien évidemment. Et on sait que c'est un long travail et que c'est un travail d'équipe, c'est un travail collaboratif. C'est la raison pour laquelle on travaille avec énormément les missions locales, de plus en plus avec des bailleurs sociaux, avec les écoles de la deuxième chance, avec toutes les fédérations d'éducation populaire, en fait avec tous les gens qui sont au contact de jeunes et qui ont la capacité de les inciter, de leur donner envie de travailler avec le Pass Culture ou en tout cas de bénéficier du Pass Culture. Vous m'avez également interrogé sur le statut de la SAS. Alors, juste pour mémoire, la SAS, c'est finalement une société publique, puisque ces deux actionnaires sont le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts et consignations à travers la Banque des Territoires. Donc, en ça n'est pas un statut très différent de celui des sociétés de l'audiovisuel public. Il y a eu des recommandations pour que la SAS devienne un opérateur de l'État. Nous, on est tout à fait d'accord avec ça. Le ministère de la Culture, la ministre a clairement dit qu'elle était favorable à cette option. En termes de calendrier, je pense que ce sera quelque chose qui se fera dans l'horizon probablement de 2026, puisque l'année 2025 et les sujets budgétaires en 2025 ont été un peu perturbés par la situation politique. Après, est-ce qu'il faut que la SAS change de statut ? Je ne sais pas. Il y aura certainement des études qui seront faites en la matière. Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à conserver cette souplesse, cette capacité d'action, cette capacité à être en permanence à l'écoute des utilisateurs, que ce soit des jeunes ou que ce soit des acteurs culturels, parce que c'est ce qui permet de vraiment faire en sorte que l'action se développe, que les jeunes soient touchés et qu'on ait la souplesse et la réactivité pour leur proposer un niveau de service qui soit toujours le plus important possible. Vous m'avez aussi interrogé sur la question du handicap. Donc sur la question du handicap, ce que je voudrais vous dire, c'est que nos équipes ont été fortement sensibilisées à la question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et qu'on a développé beaucoup d'actions en la matière. On travaille avec Accès Libre sur le référencement des lieux culturels de manière à ce qu'un maximum de lieux culturels renseignent en fait sur l'application leur accessibilité en fonction des situations de handicap. On a mis en place des nouveaux critères de recherche des offres pour que quand vous êtes par exemple déficient visuel ou que vous êtes malentendant, vous puissiez filtrer les offres qui vous sont accessibles immédiatement. On améliore progressivement l'accessibilité de l'application. On travaille avec des instituts comme l'Institut des jeunes aveugles ou l'Institut des jeunes sourds pour pouvoir avoir des personnes qui testent avec nous l'application et qui nous font leur retour. Ça nous permet de les prendre en compte et de faire évoluer l'application pour que l'accessibilité effectivement soit de plus en plus importante et de plus en plus fluide. Ai-je répondu à toutes les questions ? Je vous rassure, il y aura de nouvelles questions de 1 minute, donc vous allez pouvoir être exhaustif. Alors, je vais m'arrêter là. Madame Melchior. Oui, sur la lecture, le fait d'abaisser l'âge au moins pour l'acquisition de livres. Il y avait une question sur la lecture. Alors, effectivement, excusez-moi madame. Aujourd'hui, la raison pour laquelle le Pass Culture est accessible à partir de 15 ans, c'est parce qu'en fait, d'un point de vue juridique, si vous voulez allouer des crédits à des jeunes qui ont moins de 15 ans, il faut l'autorisation préalable des parents. Donc, on n'a jamais exploré cette voie-là, ou en tout cas, quand on l'a exploré, on a trouvé que c'était beaucoup trop compliqué.
Moi, j'entends tout à fait votre objectif qui est de dire comment est-ce qu'on aide finalement les jeunes dès le CP à acheter des livres. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Pass Culture est le bon outil ou pas, ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres outils plus simples et plus efficaces? Il est probable qu'il y ait d'autres outils plus simples et plus efficaces pour atteindre cet objectif-là. Le Pass Culture peut beaucoup de choses, mais est loin de tout pouvoir. Et il faut aussi savoir avoir un peu de recul par rapport à ça et se dire le Pass Culture n'est pas la solution à tous les problèmes. Il peut être parfois la solution, il peut être parfois la solution en partenariat avec d'autres et parfois il n'est pas la meilleure solution.